Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. L'animal à l'origine du Covid-19, pas encore identifié selon l'OMS. L'équipe d'experts a donné une conférence de presse mardi en Chine. L'hypothèse de la fuite d'un laboratoire est rejetée. Il est temps de faire confiance aux vaccins de la Chine et de la Russie, déclare le New York Times. Le quotidien américain dénonce les préjugés contre les vaccins non occidentaux. Serait-ce le début d'une réconciliation ? Le président Joe Biden affirme que la Chine et les États-Unis n'ont pas besoin d'être en conflit. Une déclaration pour la paix après des semaines de tensions. La marine française en mer de Chine méridionale, un sous-marin nucléaire d'attaque a effectué des manœuvres dans ses eaux revendiquées par Pékin. Les précisions dans ce journal. La Chine, premier marché des produits cosmétiques français. Malgré la crise sanitaire, plus de 15 milliards d'euros de produits ont été exportés l'année dernière. La Chine met en place de nouvelles règles pour lutter contre certains abus des géants de la tech. Tencent, Alibaba et JD.com sont notamment dans le viseur des autorités chinoises. Et pour terminer ce journal, nous partirons dans l'espace avec la sonde chinoise Tianwen-1 qui prend sa première photo de Mars. Nous vous le disions dans les titres, l'équipe d'experts de l'OMS a rendu ses premières conclusions. Chargés de remonter aux origines du Covid-19, ils ont tenu une conférence de presse mardi en Chine. Selon eux, la fuite du coronavirus d'un laboratoire est hautement improbable. L'hypothèse d'une transmission depuis un animal reste la piste privilégiée. La transmission du Covid-19 depuis un animal est l'hypothèse la plus probable, mais celui-ci n'a pas encore été identifié. C'est ce qu'a déclaré Liang Wanyan, le chef de la délégation de scientifiques chinois mardi 9 février, lors de la conférence de presse commune de l'équipe internationale d'experts chinois et de l'OMS à Wuhan. Une transmission du coronavirus depuis un premier animal, puis un deuxième, avant une contamination à l'homme est l'hypothèse la plus probable, a ajouté Peter Ben Mbarek, chef de la délégation de l'OMS. Cette piste demande toutefois des recherches plus spécifiques et ciblées, a-t-il précisé. En tout état de cause, l'hypothèse de la fuite du coronavirus d'un laboratoire est hautement improbable selon Peter Ben Mbarek. Cette mission sur les origines de la transmission du virus à l'homme, jugée extrêmement importante pour tenter de mieux lutter contre une possible prochaine épidémie, a eu du mal à se mettre en place. La Chine semblant très réticente à laisser venir ses spécialistes mondiaux de diverses disciplines comme l'épidémiologie mais aussi la zoologie. Les conclusions des chercheurs dépêchés en Chine étaient très attendues, mais l'OMS avait auparavant prévenu qu'il faudrait s'armer de patience avant de trouver une éventuelle réponse. L'équipe d'experts a par ailleurs annoncé ne pas avoir trouvé d'indication de la présence du virus dans cette ville avant son apparition en décembre 2019. Il n'y a pas assez de preuves pour déterminer si le SARS-CoV-2 s'est propagé à Wuhan avant décembre 2019, a déclaré Liang Wanyan. La métropole du centre de la Chine, un temps à l'épicentre de l'épidémie, a été l'endroit du monde où les premiers cas de Covid-19 ont été rapportés. Présents à Wuhan depuis le 3 février, les chercheurs de l'OMS ont pu avoir accès à l'Institut de virologie qui comporte plusieurs laboratoires de haute sécurité où des équipes travaillent sur des coronavirus. L'ancien président américain Donald Trump avait accusé Pékin d'avoir laissé échapper le virus à l'origine du Covid-19, provoquant une épidémie. L'accusation avait été fermement démentie par la Chine. La Chine continue l'exportation de ses vaccins. Le Pérou a reçu mardi une première livraison de vaccins Sinopharm. Le président péruvien Francisco Sagasti, présent à l'aéroport pour la livraison, en a profité pour remercier le gouvernement chinois pour cette aide sanitaire. Le Pérou a reçu dimanche un premier lot de vaccins de la société pharmaceutique chinoise Sinopharm, alors que ce pays sud-américain se prépare à des campagnes de vaccination de masse contre le Covid-19. Le président péruvien Francisco Sagasti a accueilli les vaccins à l'aéroport international Jorge Chavez, à 11 km au nord-ouest du centre-ville de Lima, accompagné de la première ministre Violeta Bermúdez, de la ministre de la Santé Pilar Massetti et de la ministre des Affaires étrangères Elisabeth Astet.
Nous commencerons les vaccinations avec les unités de soins intensifs, les unités d'urgence, les centres chirurgicaux et ceux qui nous soutiennent directement, c'est-à-dire tous ceux qui sont en première ligne de défense contre les effets de la pandémie, a déclaré le président. Lors de son discours, il a également remercié le gouvernement chinois qui tout au long de ces négociations a démontré sa bonne volonté, ainsi que Sinopharm. Les vaccins seront transférés au siège du Centre national pour l'approvisionnement en ressources sanitaires stratégiques à Lima. La distribution des vaccins à 13 hôpitaux et instituts de santé débutera lundi, selon la coordinatrice de l'équipe de vaccination Covid-19 du ministre de la Santé, Nancy Olivares. En date de dimanche, le Pérou a signalé 1 186 698 cas de Covid-19 avec 42 000 décès selon le ministre de la Santé. Et justement, faire confiance aux vaccins de la Chine et de la Russie, c'est ce que demande un des journalistes du New York Times. Dans un article publié en début de semaine, le quotidien américain dénonce les préjugés existentiels contre les vaccins non occidentaux, une attitude qui ralentirait selon lui la vaccination dans le monde. Les précisions de l'article dans ce reportage. Le quotidien américain New York Times a publié le 5 février 2021 un article intitulé « Il est temps de faire confiance aux vaccins de la Chine et de la Russie », écrit par Achal Prabhala et Shi-Yo Kling, respectivement chercheurs de la fondation Shuttleworth en Inde et directeur du Third World Network. Et voici un extrait. Alors que les pays les plus riches du monde font face à la pénurie de vaccins contre le Covid-19, quelques-uns parmi les plus pauvres craignent qu'ils ne puissent pas obtenir des vaccins. Pourtant, la solution à ces deux problèmes peut provenir des vaccins développés en Chine et en Russie. Les vaccins chinois et russes ont été au départ rejetés dans les médias occidentaux et mondiaux, jugés en partie moins efficaces par rapport à ceux mis au point par Moderna, Pfizer, BioNTech ou AstraZeneca. Mais les preuves accumulées montrent que les vaccins chinois et russes fonctionnent également très bien. La revue médicale The Lancet a publié cette semaine les résultats provisoires d'essais de stade avancé, montrant que le Sputnik 5, le vaccin russe, était efficace à 91,6%. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, la Serbie, le Maroc, la Hongrie et le Pakistan ont tous approuvé le vaccin Sinopharm produit en Chine. Jusqu'à la mi-janvier, 1,8 million de personnes aux Émirats arabes unis l'avaient reçu. La Bolivie, l'Indonésie, la Turquie, le Brésil ou encore le Chili ont également approuvé un autre vaccin chinois, celui développé par Sinovac. Sputnik 5 sera distribué dans une dizaine de pays en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. Lorsque ces pays ont vérifié ces vaccins, ils ont pris des décisions éclairées, fondées sur des preuves de sécurité et d'efficacité, publiées par les fabricants chinois et russes. Une grande partie de ces résultats a été largement publiée dans les revues scientifiques comme The Lancet et JAMA. Face à d'importantes pénuries de vaccins et à des retards de livraison, la France, l'Espagne et l'Allemagne commencent à parler de la possibilité de passer des commandes des vaccins chinois et russes. Ce début du désespoir, semble-t-il, les a finalement incités à dénoncer les préjugés contre les vaccins non occidentaux. Et maintenant, il existe des données importantes sur la fiabilité des vaccins chinois et russes. Les preuves de plus en plus nombreuses montrant que les vaccins chinois et russes sont fiables doivent être prises au sérieux le plus rapidement possible, en particulier compte tenu des problèmes d'approvisionnement à travers le monde. Certains médecins et militants ont avancé des propositions pour augmenter la distribution mondiale de vaccins produits en Occident. Il existe déjà une solution plus simple et il est temps de commencer à faire confiance aux vaccins produits dans d'autres pays. Voici un extrait de cet article. Outre le New York Times, le président américain Joe Biden a évoqué la Chine dans un entretien cette semaine. Une déclaration pour la paix après des semaines de tensions. Le pensionnaire de la Maison-Blanche affirme que la Chine et les États-Unis n'ont pas besoin d'être en conflit. Des propos rassurants donc, alors que la Chine a déclaré vouloir des relations saines et stables avec le gouvernement américain. Dans une interview dimanche sur CBS, le président américain Joe Biden a déclaré que la Chine et les États-Unis n'ont pas besoin d'être en conflit. En réponse, la Chine dit elle aussi vouloir des relations saines et stables avec le gouvernement américain, tout en préservant sa souveraineté et ses intérêts. Wang Yebin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré lors d'un point presse quotidien que le maintien des communications à différents niveaux entre la Chine et les États-Unis facilitera la compréhension mutuelle et le développement des relations bilatérales, notant que le président chinois Xi Jinping et Joe Biden ont eu des contacts entre eux à de multiples occasions.
Wang Yebin a également indiqué que les communications à différents niveaux entre les deux pays étaient propices à la compréhension mutuelle et au développement des relations bilatérales. Il a également déclaré que la Chine s'est engagée à développer des relations sino-américaines caractérisées par l'absence de conflits et de confrontations, le respect mutuel et la coopération gagnant-gagnant, tout en continuant de sauvegarder résolument sa sécurité nationale et ses intérêts en matière de développement. Les deux parties doivent travailler ensemble pour se concentrer sur la coopération et la résolution des différends, afin de promouvoir le développement sain et stable des relations bilatérales, et pour que les deux peuples et les peuples de tous les pays en tirent le meilleur profit, a-t-il déclaré. Une bonne nouvelle donc après des semaines de tensions entre les deux pays. Et justement, les États-Unis y étaient la semaine dernière. La mer de Chine continue d'être le théâtre de défilés militaires. Cette fois, c'est la marine française qui était présente en mer de Chine méridionale. En effet, un sous-marin nucléaire d'attaque a effectué des manœuvres dans ces eaux revendiquées par Pékin. Les précisions dans ce reportage. 2 bâtiments de la marine française ont été déployés en mer de Chine méridionale, a annoncé lundi 8 février la ministre des Armées Florence Parly. Des manœuvres notables dans ces eaux revendiquées par la Chine, source de multiples tensions. Ces 2 bâtiments étaient le sous-marin nucléaire d'attaque SNA Emerald et le bâtiment de soutien Sen. Cette patrouille hors norme vient d'achever un passage en mer de Chine méridionale, une preuve éclatante de la capacité de notre marine nationale à se déployer loin et longtemps en lien avec nos partenaires stratégiques australiens, américains ou japonais, a tweeté Florence Parly. Cette zone de mer de Chine méridionale hautement stratégique pour les flux commerciaux maritimes est l'objet de multiples tensions. La Chine, dont la puissance maritime militaire est en pleine expansion, y revendique une souveraineté, tandis que d'autres puissances, États-Unis en tête, y proclament la liberté de navigation, faisant de cette zone une potentielle source de conflit entre les deux grands rivaux systémiques mondiaux. La France, alliée des États-Unis, notamment au sein de l'OTAN et qui possède d'importantes zones économiques exclusives dans le Pacifique du fait de ses territoires d'outre-mer, considère depuis plusieurs années que la zone Indo-Pacifique et la défense de la liberté de navigation sont des priorités. Pourquoi une telle mission? Pour enrichir notre connaissance de cette zone et affirmer que le droit international est la seule règle qui vaille, quelle que soit la mer où nous naviguons, a développé la ministre. Cette patrouille survient également après l'entrée en fonction du nouveau président américain Joe Biden, qui devrait consolider ou réaffirmer certaines alliances après 4 années de présidence de Donald Trump, particulièrement chaotiques. En avril 2019, il y avait eu un incident naval entre des bâtiments chinois et la frégate française Vendémiaire, qui naviguait dans le détroit de Taïwan, autre zone sensible pour Pékin, dont les navires chinois avaient demandé aux Vendémiaire de partir. Et comme les sous-marins, les produits cosmétiques français sont très présents dans le pays. En effet, l'année dernière, la Chine est devenue le premier marché de la cosmétique française. Malgré la crise sanitaire, plus de 15 milliards d'euros de produits ont été exportés par la France l'année dernière. La Chine est notamment très friand des rouges à lèvres français, comme vous allez le voir dans ce reportage. Selon le rapport sur les exportations en 2020 de la Fédération française des entreprises de la beauté, la Chine est devenue le premier marché de la cosmétique française qui a connu une année 2020 contrastée au niveau international, mais reste le deuxième contributeur à la balance commerciale extérieure positive de la France. En pleine crise sanitaire et économique, les cosmétiques français ont exporté plus de 15,7 milliards d'euros, soit 19 milliards de dollars de produits. Une baisse de 11,8% par rapport à 2019 tout de même, c'est ce qu'a indiqué la Fédération dans un récent communiqué, ajoutant toutefois que la baisse était plus modérée que dans les autres secteurs et que le secteur avait contribué à un solde positif de 10,6 milliards d'euros à l'économie française. Ces résultats placent la cosmétique au deuxième rang des secteurs exportateurs en France, derrière l'aéronautique, a souligné la Fédération. La France reste le leader mondial de la cosmétique. Malgré l'impact de la crise sanitaire et économique qui a frappé le monde entier en 2020, le secteur a vu ses exportations vers l'Asie rester encourageantes et croître fortement en Chine, près de 20,7% en un an selon la Fédération. La Chine est de loin le premier acheteur de rouge à lèvres français, avec plus d'un rouge à lèvres exporté sur 4. De même, toutes les catégories relatives aux soins de la peau, aux crèmes et aux produits de soins de la peau, mais aussi au maquillage pour le teint, restent très appréciées des consommateurs chinois, a-t-elle ajouté.
Dans le même temps, en raison des mesures sanitaires, les ventes de savon français ont enregistré une croissance de 11,3% dans le monde entier, avec les plus fortes croissances en Asie et en Europe, 22% et 19% respectivement. Syndicat officiel de l'industrie cosmétique des fabricants opérant en France, la FEBA rassemble plus de 300 membres du secteur, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires de l'industrie. La Chine a décidé de mettre en place de nouvelles règles pour lutter contre certains abus des géants de la tech. Tencent, Alibaba ou encore JD.com sont dans le viseur des autorités chinoises, en cause certaines pratiques jugées monopolistiques. L'industrie technologique chinoise est désormais soumise à de nouvelles règles antitrust. Les plateformes gérées par Alibaba ou JD.com ne pourront plus forcer les vendeurs à conclure des accords d'exclusivité ou proposer des prix différents en fonction des données des utilisateurs. Cette législation apparaît quelques semaines après une procédure d'ampleur ouverte à l'encontre d'Alibaba. Seulement 3 mois après l'annonce du projet de loi, la State Administration for Market Regulation, l'équivalent de l'autorité de la concurrence en France, dévoile donc sa législation antitrust des plateformes numériques. L'objectif de cette législation est de rompre avec des comportements monopolistiques dans l'économie des plateformes et de protéger la concurrence loyale sur le marché. Sont désormais interdits aux plateformes de forcer les vendeurs à conclure des accords d'exclusivité, de proposer des prix différents en fonction des données des utilisateurs ou encore d'utiliser des algorithmes opaques pour manipuler le marché en leur faveur. La loi prévoit en outre un élargissement des critères permettant de qualifier un abus de position dominante, par exemple en ajoutant les volumes de transactions. Mais Hao Hong, le directeur général et responsable de la recherche à la Bank of Communication, l'une des plus anciennes banques de Chine, estime que l'impact de cette nouvelle législation sera limité. Sollicité par CNBC, il a expliqué que la position monopolistique des géants chinois était très difficile à atteindre pour l'instant, tout en reconnaissant que cette loi allait faciliter la croissance des plus petits acteurs. Depuis quelques mois, la Chine se montre en effet plus stricte envers ces géants technologiques, communément rassemblés sous l'acronyme BATS, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, après plusieurs années de laisser-faire. En décembre dernier, la SAMR a lancé une enquête sur les pratiques d'Alibaba, concernant notamment un pacte d'exclusivité qui empêcherait les commerçants de vendre leurs produits sur des plateformes concurrentes. À cette occasion, le quotidien du peuple, le principal journal du Parti communiste chinois, écrivait dans un article que cette enquête était une étape importante dans le renforcement de la surveillance anti-monopole dans la sphère Internet. Plusieurs médias asiatiques évoquent même un plan de nationalisation ciblant Alibaba et Ant Group. Le contrôle accru de Pékin intervient à un moment où l'industrie de la technologie est sous les projecteurs réglementaires dans le monde entier, avec des mouvements similaires aux États-Unis et dans l'Union européenne. Ainsi, la Commission vient de présenter son plan de bataille pour faire plier les GAFAM. Si la Chine souhaite contrôler les abus des grands groupes, elle souhaite aussi continuer ses efforts dans la lutte contre la pauvreté dans le pays. Une entreprise pas évidente, en particulier face aux défis posés par la pandémie de Covid-19 depuis maintenant plus d'1 an. La lutte contre la pauvreté n'a pas été facile l'année dernière, en particulier face aux défis posés par la pandémie de Covid-19. Selon une proposition du comité central du Parti communiste chinois dévoilée en novembre dernier, face à de tels vents contraires, la Chine veut s'employer à créer des mécanismes pour surveiller la récurrence de la pauvreté et continuer à autonomiser les agriculteurs vulnérables. Ces mesures visent à consolider et à étendre les fruits d'une longue campagne de lutte contre la pauvreté qui a été intensifiée par le président Xi Jinping. La proposition a été dévoilée alors que la Chine passe de l'éradication de la pauvreté absolue à la revitalisation complète des zones rurales, un élément essentiel de la poursuite globale de la prospérité et du développement commun. La proposition pour la formulation du 14e plan quinquennal pour le développement économique, social et national et les objectifs à long terme jusqu'en 2035 donne un aperçu des priorités du gouvernement pour les 5 prochaines années. Les autorités centrales ont notamment redoublé leurs efforts de réduction de la pauvreté il y a 9 ans, avec pour objectif de mettre fin à la pauvreté absolue avant cette date et à bâtir une société moyennement prospère à tous les égards. La lutte contre la pauvreté rurale notamment est
est devenu une pièce maîtresse du 13e plan quinquennal de 2016 à 2020, la participation des agriculteurs pauvres et des régions éloignées au développement du pays étant une priorité. Rappelons que la Chine a investi plus de 1200 milliards de yuan, soit 183 milliards de dollars, dans des fonds de lutte contre la pauvreté dans les régions pauvres entre 2016 et 2019, sur des mesures telles que la rénovation des maisons, la modernisation des routes, l'aide aux familles pauvres pour payer les factures médicales et la réduction des taux d'abandon dans les écoles primaires et intermédiaires. Les autorités discutent de la consolidation des réalisations en matière de lutte contre la pauvreté depuis la fin 2019, lorsque la Chine est entrée dans la dernière partie de sa campagne de lutte contre la pauvreté, qui a sorti plus de 93 millions de personnes de la pauvreté rurale entre 2012 et 2019. D'ailleurs, le Nigeria s'inspire de la Chine pour développer son économie. C'est ce qu'a indiqué dimanche Geoffroy Onyeama, ministre des Affaires étrangères nigérian. Selon lui, l'une des conditions préalables pour reproduire la réussite économique de la Chine est la capacité d'un pays à nourrir sa population. C'est pourquoi le pays a fixé comme priorité l'agriculture. Et pour terminer ce journal, partons dans l'espace avec la sonde chinoise Tianwen-1 qui a pris sa première photo de la planète Mars. Envoyée dans l'espace l'été dernier, la sonde est tout proche d'arriver sur la planète rouge, comme vous allez le voir dans ce reportage. La CNSA, l'agence spatiale chinoise, a publié vendredi dernier la toute première photo de la planète Mars, capturée par la sonde Tianwen-1. Sur cette photo, la planète rouge est très bien visible, bien qu'elle soit en noir et blanc et prise d'assez loin. Lorsqu'elle a pris ce cliché, Tianwen-1 se trouvait à peu près 2,2 millions de kilomètres de Mars. Sur la photo, on peut voir Val Marineris, le plus grand canevon du système solaire, ainsi que Schiaparelli, un cratère gigantesque, et la plaine Acidalia Planitia, comme le précise la CNSA. La sonde est supposée atteindre sa destination autour du 10 février. Ce n'est pas la seule sonde à être à proximité de la planète, puisque la sonde américaine Perseverance et la sonde des Émirats Arabes Unis, Hope, doivent arriver elles aussi en février. L'atterrissage n'est pas prévu pour tout de suite en ce qui concerne Tianwen-1, puisque comme le relève Futura Science, la Chine ne dispose pas encore de carte détaillée de Mars. Les premiers mois à proximité et en orbite autour de la planète serviront donc à cartographier l'Utopia Planitia, afin de calculer l'emplacement d'atterrissage idéal pour la sonde. Par conséquent, c'est vers le mois de mai que Tianwen-1 devrait fouler le sol martien pour la première fois. Dans la sonde se trouve un rover qui, une fois sur le sol martien, sera chargé de conduire des analyses du sol avec une autonomie totale de 90 jours pour effectuer sa mission. Et c'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour revoir toutes nos émissions, rendez-vous sur mandarintv.fr ou sur notre chaîne YouTube. Très bonne journée à tous sur Mandarin TV.